La méfiance de certains politiciens vis-à-vis de la CENI perdure actuellement. Les possibilités de crainte électorale demeurent l'unique crainte des partis politiques face aux ambitions de la CENI d'atteindre 10 millions d'électeurs en 2018. Le syndicat des magistrats de Madagascar accorde un délai de 10 jours à l'État pour résoudre les problèmes au niveau de la justice et ainsi répondre à leurs réclamations. Après ce délai, ils procéderont à une grève générale dans le cas où il n'y a pas une solution concrète de la part de l'État. Et enfin, le gouvernement français a présenté mercredi la réforme du Code du travail en Conseil des ministres. Le projet de loi a pour objectif de donner plus de flexibilité à l'entreprise. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la méfiance de certains politiciens vis-à-vis de la CENI perdure actuellement. Les possibilités de fraude électorale demeurent l'unique crainte des partis politiques face aux ambitions de la CENI d'atteindre 10 millions d'électeurs en 2018. Youn Nassen. La Commission électorale nationale indépendante a enregistré une augmentation de 6,33% par rapport à l'année dernière suite à la révision de la liste électorale. À la date du 15 avril 2017, il est recensé 9 222 918 électeurs, si en 2016, le nombre des électeurs a atteint 8 673 485. La CENI tente alors d'atteindre les 10 millions d'électeurs en 2018. Pas moins d'1 million d'électeurs s'ajouteront donc à la liste. Les stratégies politiques et les fraudes dans les élections à venir sont à craindre selon certains politiciens. Premièrement, nous exigeons la transparence dans l'ajout de ces électeurs en millions dans la liste électorale. Nous voulons réellement confirmer l'identité de ces électeurs pour éviter qu'il n'y ait des électeurs fantômes par la suite. Nous espérons que ces soupçons ne soient pas fondés pour empêcher une crise électorale dans le pays. Cette légère hausse des inscrits a été constatée par rapport à l'année dernière, inquiète non seulement les acteurs politiques, mais aussi les sociétés civiles. La rencontre entre les partis politiques et la CENI s'est déroulée ce jour à l'Arbi. Toujours dans l'actualité, le syndicat des magistrats de Madagascar accorde un délai de 10 jours à l'État pour résoudre les problèmes au niveau de la justice et ainsi répondre à leurs réclamations. Après ce délai, ils procéderont à une grève générale dans le cas où il n'y a pas une solution concrète de la part de l'État. Gaëtan Andjiatslav. Les réclamations des magistrats seront enregistrées, telle la décision prise par le SMM suite à des réunions régionales et de l'Assemblée générale qui s'est tenue dans la capitale. Les réclamations qui n'ont pas eu une réponse satisfaite de la part du président de la République lui seront transmises. D'ailleurs, le SMM accorde un délai de 10 jours à l'État pour résoudre ces problèmes et dans le cas où il n'y aurait pas de solution concrète, le SMM va procéder à une autre grève générale. La dernière grève générale opérée par le SMM n'est qu'un avertissement selon le porte-parole. Si l'État ne prend pas sa responsabilité à temps, le SMM va procéder à une grève générale pour une durée indéterminée. Page économie maintenant, le dossier de Madagascar est à nouveau débattu devant le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Le déblocage de la deuxième tranche du programme FEC serait attendu à l'issue de cette réunion. Michela Ranardjon. Les résultats de la réunion du FMI aux États-Unis, ce jour est très attendu par l'État malagasy. Le dossier de Madagascar est à nouveau débattu devant le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Le déblocage de la deuxième tranche du programme FEC, d'une valeur de 83 millions de dollars, sera attendu à l'issue de cette réunion. Plusieurs critères ont été fixés par le Fonds monétaire international.
À titre de rappel, lors de la dernière mission du FMI, le mois de mars dernier, les questions des sociétés d'État ont été remises en question et source de blocage. Le déblocage de la première tranche du programme FEC a été fait le mois de juillet 2016. Une première tranche d'une somme de 43,5 millions de dollars. L'on attend alors les résultats de cette réunion effectuée ce jour. Également, dans l'actualité, le personnel de la société Jirama hausse le ton sur la gestion de cette société. Le personnel se sent exclu des décisions prises au niveau de la direction générale qui lance un appel d'offres national pour le recrutement des principaux directeurs. D'après les explications des délégués du personnel, ce dernier a le droit de proposer des noms pour des postes à responsabilité. Lily Rabiat. Les doléances du personnel de la société Jirama, regroupée dans 10 syndicats, se résument en 4 points. Le personnel se sent exclus dans le recrutement des principaux directeurs. Au vu des critères exigés dans l'appel d'offres, les employés de cette société n'ont aucune chance d'accéder à ces postes. Pourtant, l'article 12 de la convention collective signée par le personnel et les dirigeants de la société donne aux employés le droit de soumettre des noms pour des postes à responsabilité. La stratégie de redressement de la société d'eau et d'électricité malagasy n'a pas été publiée, du moins expliquée au personnel. Dernier point, le personnel craint la privatisation de la société au vu du mode de gestion des nouveaux dirigeants. Ces derniers parlent de réduire, voire de supprimer les subventions octroyées à la Jirama d'ici 2020. Pourtant, le montant de ces subventions s'est élevé à 450 milliards d'ariars cette année. Le personnel maintient sa revendication sur la réhabilitation et la mise en marche des centrales de la Jirama au lieu de louer celles des opérateurs privés. Dans le reste de l'actualité, le mouvement pour la liberté d'expression continue de condamner le code de la communication médiatisé et surtout son application. Cette lutte qui fera bientôt 1 an sera marquée par une conférence débat le 7 juillet prochain où tous les acteurs pour la liberté d'expression seront conviés. Le MLE réitère également que le code conçu avec le PNUD devra faire objet de discussion et d'adoption au niveau des parlements. Feizou Rafali. Le mouvement pour la liberté de l'expression continue de condamner le code de la communication médiatisé qui, selon les explications, est faussement conçu, voté et appliqué, surtout suite aux 2 cas subis par 2 organes de presse, à savoir La Vérité et Free News, en l'espace de 3 mois. La lutte contre ce code qui a été adopté il y a de cela 355 jours n'est pas encore achevée, réitère le MLE. Le 7 juillet prochain, une manifestation aura lieu dans la capitale où tous les acteurs qui sont pour la liberté d'expression seront conviés. Cette manifestation sera également renforcée par l'ordre des journalistes. Vendredi 7 juillet prochain, le MLE convie tous les acteurs qui sont pour la liberté d'expression pour marquer cet événement qui est l'adoption du code liberticide. La mise en place de l'espace de concertation n'est pas une solution car des professionnels du journalisme l'ont déjà fait avec les partenaires. Nous avons déjà conçu un projet de loi avec le PNUD. Premièrement, les doutes sont prouvés. Ce code de communication ne pourra pas marcher. 2 organes de presse ont été victimes en l'espace de 3 mois. L'OJM a pour rôle de faire répandre et évoluer le journalisme. Cependant, on ne pourra pas aboutir avec une loi liberticide. Les représentants de la communauté internationale seront également avisés des raisons pour lesquelles le mouvement pour la liberté d'expression continue de condamner ce code mal conçu, mal voté et mal appliqué. Le MLE affirme ne pas avoir besoin d'espace de concertation du code de la communication comme les responsables étatiques le conçoivent. Pour le MLE, seul le code conçu avec la collaboration du PNUD devrait faire objet de discussion et d'adoption au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Passons maintenant à l'actualité internationale. Le gouvernement français a présenté mercredi la réforme du Code du travail en Conseil des ministres. La réforme du Code du travail, c'est l'un des grands chantiers d'Emmanuel Macron. Le projet de loi a pour objectif de donner plus de flexibilité à l'entreprise. France 24. Sous le bras de la ministre du Travail, un texte qui pourrait bouleverser la vie en entreprise. On veut faire une réforme qui amène plus de dialogue social et économique, qui amène plus de liberté, plus de sécurité. C'est tout ça qui m'intéresse. Quand la loi sera dans les faits,
Est-ce que les salariés, est-ce que les entreprises, est-ce que les Français vont dire oui, ça a apporté un plus. Voilà, c'est ça notre but. Pour l'heure, il s'agit d'un projet de loi d'habilitation qui, s'il est adopté, autorisera le gouvernement à prendre des ordonnances sur de nombreux sujets. Plus de référendums au sein des sociétés, la limitation des dommages et intérêts au prud'homme, l'extension du contrat de chantier à mi-chemin entre CDD et CDI ou une réforme du licenciement économique. Des mesures à détailler maintenant avec les partenaires sociaux. Une méthode approuvée par certains syndicats. Il y a un espace qui est ouvert pour discuter. Si on ne le saisit pas, on ne remplit pas notre rôle de syndicaliste. D'autres, en revanche, comme la CGT, appellent déjà à manifester le 12 septembre prochain. Nous, en tout cas, on lâche rien et dès qu'il faudra être dans la rue, on sera dans la rue. Les régressions sociales, ça n'apporte jamais du travail. Jean-Luc Mélenchon participera à la mobilisation. Il faut se joindre à ce mouvement, il faut résister. Il y a un devoir de défense car le code du travail, c'est pas le code de la route, c'est des centaines de pages qui sont des milliers de luttes entre capital et travail et des compromis sociaux réalisés pendant un siècle et demi. Et c'est pas M. Macron qui va changer ça. Tout va se jouer dans les prochains mois. Le projet de loi doit d'abord être voté à l'Assemblée. Puis la concertation avec les partenaires sociaux se poursuivra tout l'été jusqu'aux ordonnances le 20 septembre. Les ordonnances, une manière pour le gouvernement de prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi afin de mettre en œuvre son programme, en l'occurrence réformer ce totem français, le Code du travail. Et puis enfin, au milieu de la bataille de Raqqa lancée en juin, découvrez dans ce reportage l'une des principales commandantes des forces démocratiques syriennes. Avec son équipe, elle tente de protéger les civils des tirs des snipers de l'État islamique. France 24. Ce jeune garçon et son père ont réussi à sortir de la vieille ville de Raqqa, le bastion de l'organisation État islamique. Depuis le 10e jour du Ramadan, il n'y a plus de pain. On ne voit même plus les membres de l'organisation, ils sont tous au combat. À bord de sa moto, l'homme veut à tout prix aller chercher le reste de sa famille. Il est escorté par ce blindé des FDS jusqu'à leur position la plus avancée. Aux camarades qui m'entendent, ne tirez pas sur la moto qui nous suit, ce sont des civils. Notre blindé s'enfonce dans la ville. Daesh avait fermé et piégé toutes les routes. Notre destination, dans le quartier d'Al-Batani, est à moins de 400 mètres de la muraille qui entoure le centre. Clara est l'une des principales commandantes de la bataille de Raqqa. C'est elle qui assure la coordination avec la coalition. Elle tient à ce que ces deux civils aient une chance de s'en sortir. Si tu veux, laisse ton fils chez nous le temps de l'aller-retour. Non, c'est plus sûr s'il reste avec moi. Vous y allez en moto? Oui. Je te donne de l'eau et des vivres, prends-les avec toi. L'homme et son fils repartent seuls vers la citadelle de Daesh avec l'espoir d'exfiltrer les leurs. Les FDS ont promis de les couvrir. Alors qu'ils s'éloignent, les combats redoublent d'intensité. Camarade Kandil, tu es là? Mettez-vous à couvert. Est-ce qu'on peut bouger maintenant? Oui, mais avec le blindé. Ils tirent au 23 mm et au mortier, soyez prudents. Ok, parfait, on bouge rapidement. La situation sécuritaire à Raqqa est imprévisible et cette fois-ci, les choses ont mal tourné. Il a fallu évacuer rapidement. À l'arrière, 15 minutes plus tard, une ambulance arrive en trombe. À son bord, un combattant blessé lors de l'accrochage. Il est traité dans cette boutique aménagée en hôpital de campagne. L'homme a été blasté par une roquette de mortier. Selon les médecins, il va survivre. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. La méfiance de certains politiciens vis-à-vis de la CENI perdure actuellement. Les possibilités de fraude électorale demeurent l'unique crainte des partis politiques face aux ambitions de la CENI d'atteindre 10 millions d'électeurs en 2018. Et puis le syndicat des magistrats de Madagascar accorde un délai de 10 jours à l'État pour résoudre les problèmes au niveau de la justice et ainsi répondre à leurs réclamations. Après ce délai, ils procéderont à une grève générale dans le cas où il n'y a pas une solution concrète de la part de l'État.
Et enfin, le gouvernement français a présenté mercredi la réforme du Code du travail en Conseil des ministres. Le projet de loi a pour objectif de donner plus de flexibilité à l'entreprise. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.